Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour cette session de l'après-midi qui s'intitule Rebuilding and Living in the Martyr Villages, donc reconstruire et habiter les villages martyrs. Pour commencer, je voulais mettre une image d'une brochure pour faire lien avec la session de ce matin consacrée aux médiations. Parce que récemment, très exactement en 2022, a circulé, diffusé par l'Office du tourisme d'Oradour-sur-Glane, une brochure destinée aux enfants qui posait la question de comment raconter Oradour aux enfants. Et le choix qui a été fait dans cette brochure, c'est ce livret-jeu qui rend actifs aussi les enfants dans leur découverte du patrimoine de l'espace. Le choix qui a été fait, c'est de donner une grande importance au village reconstruit, le nouveau village, le nouveau bourg d'Oradour, à son architecture. Mais ce qui illustre aussi ce petit livret-jeu, et particulièrement la double page que je vous mets ici, c'est que cette médiation elle est chargée de valeurs, et notamment de valeurs qui associent le nouveau village et ce qui s'est passé au moment de l'après-massacre, et notamment l'épisode de solidarité d'autres communes à l'égard d'Oradour, à des valeurs positives, également valables pour le présent. Donc ce document qui met l'accent sur le nouveau village et un épisode donc, positif de reconstruction renvoie directement à notre sujet de cet après-midi. Avec donc une session qui vise à comprendre et discuter les reconstructions des villages détruits en envisageant plusieurs questions, donc celle de la reconstruction matérielle, dont on a déjà parlé dans les sessions précédentes, celle de la fabrique, également de l'urbanité post-massacre, celle, enfin, des manières d'habiter les villages martyrs. Alors on peut revenir très vite sur d'abord le constat de différents degrés de destruction, comme ont montré un certain nombre de présentations. Civilité a été détruit dans sa totalité avec une volonté de faire disparaître toute trace du village et de modifier le paysage même du village. Eh bien, les villages de Montesolé, le bourg d'Oradour ou Vassion-Vercors sont laissés à l'état de ruine. Distomo est détruit en partie. Ces situations entraînent des modalités de reconstruction variées, même si le cas de Montesolé montre qu'il y a aussi des situations d'abandon lorsque le territoire fait face à une déprise précédant la guerre. Les reconstructions ont eu plusieurs objectifs, reloger les habitants survivants, déplacés ou déportés à leur retour, selon les cas, mais aussi affirmer le rôle des pouvoirs d'après-guerre, voire incarner le symbole d'un régime nouveau. On va donc dans un premier temps se pencher sur les modalités et le sens donné aux différents processus de reconstruction matérielle, mais pas seulement matérielle, puisqu'on a pu évoquer également l'effondrement de la vie sociale dans les situations post-massacre ou de violence extrême. Donc on peut déjà se poser la question, est-ce que c'est le cas dans les territoires qui nous occupent? Doit-on préférer à ce terme d'effondrement celui de recomposition, de renouvellement de la vie sociale? Quelles en sont les temporalités? Comment habite-t-on un village en reconstruction puis reconstruit? La session vise aussi à explorer la place de la catastrophe et de ses mémoires dans la fabrique urbaine post-massacre sur un temps long par les acteurs, par les citadins, dans leurs expériences quotidiennes de l'espace, leurs pratiques spatiales, leur manière d'habiter un espace totalement transformé. On pourrait poser comme hypothèse principale qu'au sein donc, des villages martyrs, les processus de patrimonialisation, de muséification, de monumentalisation, de commémoration, on l'a vu ce matin, s'articulent étroitement aux dynamiques territoriales et impactent les modes d'habiter sur un temps long. Donc ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de revenir sur la notion déjà abordée de paysage de mémoire, proposée hier, mais finalement de ne pas nous limiter au territoire de la mémoire, à l'échelle du monument par exemple, pour le dire autrement, voir ce qui se passe derrière le monument, questionner le hors-champ des ruines, le hors-temps de la commémoration.
Donc ici, la perspective, ce n'est pas forcément la reterritorialisation de la mémoire, mais plutôt la place de la mémoire dans les dynamiques territoriales. Par exemple, si on prend l'exemple du PLU, plan d'occupation, ex-plan d'occupation des sols de Oradour-sur-Glane en 2022, eh bien, ce plan, ce document de planification qui fixe les grandes stratégies en organisation de l'espace, révèle une grande multiplicité d'enjeux de l'urbanisme. Extension des zones industrielles, diversification des fonctions urbaines, artificialisation des sols, etc. Mais intègre une dimension mémorielle forte à la planification urbaine. Par exemple, une grande problématique qui émerge, c'est la connexion entre ruines et nouveaux villages. Mais il s'agit ici d'un enjeu urbain très localisé. Donc, au-delà de l'aménagement et de la planification, comment un espace marqué par une catastrophe, souvent associé à une mémoire traumatique, est-il habité au quotidien, sur le temps long, comme espace de vie? Quelle place y tient la mémoire ou la conscience de la catastrophe? Je pose aussi comme hypothèse que la mémoire du massacre constitue un puissant levier de structuration spatiale, sociale et communautaire, produit des phénomènes d'exclusion, d'inégale intégration à la communauté, dessine des frontières invisibles au sein d'une société urbaine ou villageoise qui se recompose et accueille de nouveaux arrivants, légitime des prises de pouvoir et de conservation, de transmission de ce dernier, symboliquement, concrètement, au sein du village, dessine enfin des frontières bien visibles, parfois, et matérialisées dans l'espace urbain. On se posera la question des nouveaux habitants, et j'ai donc structuré la table ronde en 3 questions que je vais à présent rappeler, mais auparavant, je vais également présenter ces intervenants, donc Christina Telupilova du Mémorial du Udice, Gilles Rago, historien de l'art, expert de l'histoire de l'architecture et de la reconstruction, dont certains d'entre vous ont pu suivre la visite, en tout cas la présentation l'autre jour, Amalia Papaioannou, archéologue, muséologue et de l'Histomo, et enfin Patrick Naef, géographe et anthropologue à l'Université de Genève, qui a travaillé sur l'île des Balkans. Alors, première question, rappel ou présentation des enjeux des reconstructions des villages ou villes détruites, dans votre cas. En quoi le massacre et sa mémoire jouent un rôle dans l'organisation spatiale et les décisions d'aménagement au sein du village et au moment de la reconstruction. C'est notre première question et je vais donc laisser la parole à Gilles, qui peut-être vous découvrir. Bien, bonjour à tous. Oui, cette question donc, qui m'est posée, dans quelle mesure le massacre et sa mémoire ont joué un rôle dans la reconstruction du nouveau bourg, c'est d'ailleurs la seule question à laquelle je répondrai cet après-midi, parce qu'en fait, moi après, je n'ai pas travaillé sur le devenir du village, sur les modes d'appropriation par les nouveaux habitants de ce nouveau bourg, et là peut-être Babette pourra répondre plus que moi sur ces questions. Donc cette question, en fait, sur l'influence du massacre et de sa mémoire sur le projet urbain et le projet architectural du nouveau bourg, j'aurais presque tendance à dire que c'est une non-question à propos de Oradour-sur-Glane. Surtout en me replaçant dans la perspective de ce qu'a été la reconstruction dans son ensemble en France. En effet, si on regarde ce qui caractérise le nouveau bourg, il y a essentiellement 2 choses sur le plan architectural et urbain. D'une part, c'est un village qui est reconstruit sur un nouveau site, dans ce qu'on appelle les zones de compensation, donc en dehors du territoire détruit pendant la guerre. Et ça, ce n'est pas du tout une exception. Il y a d'autres exemples en France, et certainement à l'étranger aussi. Et en France, on peut prendre notamment l'exemple de Donge, dans la vallée de la Seine, à l'embouchure de la Seine, qui a été reconstruit à côté de l'ancien site de Donge, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un massacre, mais pour des raisons de sécurité, parce que Donge, en fait, c'est un lieu où on raffine du pétrole, donc il s'agissait d'éloigner la population des zones industrielles dangereuses. Et ce qui est assez curieux, c'est que cet exemple de Donge, qu'on pourrait donc comparer avec Oradour, a été fait par le frère
de l'architecte qui a fait Oradour. Donc c'est presque une spécialité familiale. En tout cas, probablement, ils ont dû échanger. Et puis le deuxième point sur lequel, ce qui caractérise la reconstruction d'Oradour, c'est le caractère régional de la reconstruction, sur un plan formel, donc d'inspiration de l'architecture régionale du Limousin. Et là aussi, ça n'est absolument pas une exception, donc le massacre n'a pas pu jouer dessus. C'est le lot commun, pratiquement, de tous les petits villages en France qui sont reconstruits, où il est jugé absolument inutile de moderniser, de faire une architecture moderne, ou de transformer profondément le tissu urbain pour l'adapter notamment au développement de l'automobile. L'argument qu'avancent souvent les modernes pour transformer le tissu urbain, il est évident que Oradour-sur-Glane ne deviendra jamais un grand centre de transit de l'automobile. Donc, en fait, aussi bien sur l'emplacement que sur la forme architecturale et urbaine, on est là dans un cas exemplaire de ce qu'a été la reconstruction des petits villages en France. Alors, cette question, on peut quand même se la poser, et je pense qu'on peut peut-être essayer de trouver plusieurs plans différents de réponse. Il y a un plan législatif, il y a un plan qui touche aux conceptions urbaines et architecturales, et un plan qui touche aux procédures d'indemnisation. Alors, je tenterai de répondre sur les deux premiers points, et j'ai déjà d'ailleurs répondu assez largement mercredi dernier, j'ai eu beaucoup de temps pour m'exprimer, et je remercie les organisateurs. Donc, je regarderai surtout le plan législatif et urbanistique, parce que le plan des procédures d'indemnisation, en fait, il pourrait avoir une influence sur la reconstruction si les revendications des habitants d'Oradour avaient porté sur le montant des sommes qui leur étaient allouées. Or, ça n'a pas été le cas. La revendication des habitants d'Oradour a porté sur la question du règlement du solde, de la soute, de la part qu'ils devaient prendre en charge, comme doivent prendre en charge tous les sinistrés en France, puisque l'État indemnise sur la base des biens perdus et de l'évaluation des biens perdus, c'est la procédure des dommages de guerre, mais applique toujours un abattement, c'est comme les sociétés d'assurance, applique toujours un abattement de vétusté. Donc en fait, les habitants d'Oradour n'ont pas contesté l'évaluation qui a été faite de leurs biens, mais le fait qu'ils ne voulaient pas payer quoi que ce soit, ils ne voulaient pas payer ce soute, et certains d'ailleurs ont réussi à ne pas payer. D'autres ont payé, ont fini par payer, mais ceux au fait, qui ont résisté entre guillemets le plus longtemps ont fini par avoir raison. Alors, sur le plan législatif, on peut rappeler que la reconstruction commence déjà sous le régime de Vichy, on n'attend pas 1944, toutes les structures administratives, ministérielles se mettent en place sous Vichy. C'est une direction générale sous Vichy, ça va devenir un ministère à la Libération, mais en fait, la reconstruction en France était régie par une loi cadre qui date du 15 juin 1943 et qui est une loi importante. Elle est restée sous le nom de Code de l'urbanisme et l'historienne Danielle Bodman, donc, celle qui a défriché tout ce terrain de la reconstruction en France et en abordant dans sa thèse, qui est devenu un ouvrage, les structures administratives de la reconstruction, à propos de cette loi, parle de fondement législatif de l'après-guerre, le bréviaire des urbanistes. Donc en fait, on ne remet pas en cause ces bases qui ont été énoncées déjà sous le régime de Vichy. Et Oradour, je dirais, a été reconstruite dans ce cadre, comme toutes les villes et villages de France. Et donc c'est le cadre commun aux 1851 communes sinistrées de France, dont Oradour. Néanmoins, sous la pression des sinistrés et de leur association, comme également de politiques locaux ou nationaux, l'ampleur des événements du 10 juin 1944 à Oradour est telle que l'idée d'inscrire la reconstruction du nouveau bourg dans un régime d'exception est avancée dès 1944. On a déjà parlé mercredi dernier, mais je vais vous rappeler les principes. Cette volonté aboutit à une loi qui sera votée le 10 mai 1946, dite loi relative à la conservation des ruines et à la reconstruction de Oradour-sur-Glane. Et comme j'avais dit mercredi, c'est à ma connaissance la seule loi spécifique pour une ville, mais elle ne change pas le cadre de la loi. Elle s'impose parce que
la spécificité d'Oradour, c'est le fait qu'on exproprie donc la totalité des habitants pour reconstruire à côté et qu'on classe monument historique la partie, le village ancien. Sinon, il n'y avait pas vraiment nécessité de faire une loi. Mais, comme je l'avais rappelé mercredi, dans un premier temps, et c'est là où le rôle de l'association, le rôle des habitants est important, il était bien question d'attribuer un régime spécial pour la commune de Radour, de donner satisfaction aussi à l'opinion publique qui demandait, donc là je cite, une reconstitution privilégiée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire privilégiée? Est-ce que c'est sur un plan financier? Est-ce que c'est sur un plan de la qualité? Quelle qualité? Comment traduire la douleur? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a jamais été explicité. Et troisième point, la reconstruction du nouveau bourg devait être faite aux frais exclusifs de l'État. Donc il y a bien cette idée au départ que les habitants de Radour ne devaient rien payer. Et donc cette exception aurait été due au fait qu'il y ait eu ce massacre. Et puis, donc, dans des conditions maximales de rapidité. Il fallait reloger très rapidement les survivants. J'ai dit mercredi, le texte en fait a été repoussé par le ministère des Finances en janvier 1946, et la loi qui en résulte ne présente aucun caractère d'exception, aucun régime spécial, aucun régime privilégié non plus d'indemnisation. Alors si on se place sur un plan architectural et urbain, Pierre Paquet, donc, qui est l'architecte et urbaniste qui a supervisé, c'est pas lui vraiment l'auteur, c'est Charles Dorian, mais lui il a supervisé l'ensemble de tous les travaux qui ont été faits à Oradour, aussi bien la restauration des ruines, sa consolidation, plus exactement sa cristallisation, la reconstruction du nouveau village, les monuments commémoratifs près du cimetière et le mur aussi d'enceinte, tout ça c'était sous son contrôle. Lui parle d'un village modèle, et c'est ça peut-être qui m'intéresse plus là aujourd'hui de développer. Il dit on peut faire à cet endroit un village modèle dans un site des plus brillants, bien orienté, ayant un caractère très limousin, mais qui toutefois doit être conçu sur des données modernes d'hygiène, de construction et d'esthétique, et bâti avec des matériaux régionaux. Alors, ce terme de modèle est intéressant. En architecture, en tout cas, il a du sens et il recouvre principalement deux acceptions. La première, on parle de modèle sur le plan architectural lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui pourrait être reproduite. Donc, pourquoi la reproduire? Pour ses qualités artistiques ou conceptuelles, évidemment. Et les architectes modernes ont même ajouté une valeur plus normative à cette idée de reproduction, c'est celle du modèle conçu comme un prototype pouvant être reproduit en série. Ça, c'est la première acception. Et la deuxième acception, plus abstraite, est celle lorsque le modèle désigne alors une œuvre parfaite en son genre et témoin d'un savoir-faire remarquable. Alors, de toute évidence, Pierre Paquet n'appartient pas au cercle des architectes et urbanistes modernes. Donc, dans son interprétation du village modèle, il n'avait évidemment pas cette idée-là. Et d'ailleurs, c'est une idée du village modèle qui pourrait être reproduit, qui serait, dans ce cas-là, contraire à l'idée de faire une architecture régionale. D'une région à une autre, les caractères changent. Donc, on ne pourrait pas transposer en Normandie ou en Provence une architecture limousine faite ici. Ça pourrait porter sur des typologies. Mais là aussi, ça serait contraire à l'idée d'une adaptation à un cas local. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'architecture de modèle lors de la reconstruction. Que ce soit à Oradour ou ailleurs, à chaque fois, on a eu des reconstructions menées par tel ou tel architecte et urbaniste en chef, et qui a apporté sa patte. Il faut bien souligner que dans le cas de la reconstruction, c'est l'architecte et urbaniste en chef, souvent c'est la même personne, parfois c'est deux, mais souvent c'est la même. C'est lui vraiment qui a le pouvoir. C'est lui qui peut décider de la forme architecturale et urbaine que prendra la ville, et il peut le faire même si les autorités locales ne sont pas d'accord. Il a cette autorité-là. Dans la majorité des cas, il y aura un minimum de concertation avec les autorités locales, ce qui ça se passera plutôt bien, mais en fait, il a ce pouvoir. Il peut
imposer les gabarits, il peut imposer toutes les règles architecturales qu'il souhaite. Il peut décider que ce serait une architecture régionale ou une architecture moderne ou une architecture plus classique, inspirée de la formation à l'école des beaux-arts. Donc, cette notion de série est totalement absente de la période de la reconstruction. Par contre, elle émergera pendant la période de la reconstruction, dans le cadre de la politique de construction, et non plus de reconstruction, cette fois, donc de construction de logements de masse, de la politique qu'on appelle politique des grands ensembles, qui commence en 1953, donc pendant la reconstruction, et qui s'achève en 1973. Mais même s'il y a une coïncidence de date entre la reconstruction et la construction des grands ensembles, il ne faut pas confondre du tout ces deux opérations qui n'ont pas du tout les mêmes règles et qui ne répondent pas aux mêmes concepts architecturaux. Pour la construction des grands ensembles, là, on demande aux architectes d'élaborer des prototypes, que ce soit pour le logement individuel ou pour le logement collectif. Donc, cette première exception n'est pas à retenir. Pour la deuxième, faire donc une œuvre parfaite en son genre, témoin d'un savoir-faire remarquable, c'est probablement ça qu'était la vision de Pierre Paquet. Il s'agissait de faire une reconstruction particulièrement réussie pour montrer la capacité d'un pays meurtri à se relever d'un tel drame. J'en avais parlé mercredi dernier, on parlerait peut-être aujourd'hui de résilience, même si c'est un mot dont je me méfie beaucoup parce qu'il est pris à toutes les sauces. Quand le Paris Saint-Germain perd un match, il arrive souvent, on parle de besoin de résilience. Bon, on ne voit pas trop le besoin. Donc c'est une idée en tout cas, cette idée il faut montrer que la France est capable de se relever vite et bien, et dans la qualité que l'on trouve dans des discours officiels, soit de politiques locaux, soit de politiques à l'échelle nationale. Donc le village modèle, en fait, il doit être exceptionnel. Exceptionnel autant que les ruines du village martyr sont exceptionnelles. Donc voilà, faire une œuvre exceptionnelle pour être à la hauteur du caractère absolument horrible et dramatique de ce qui s'est passé à Oradour. Alors, cette vision et cette notion de village modèle, au fond, elle témoigne d'une très haute ambition de la part de Pierre-Antoine Paquet, de la part peut-être aussi des politiques à ce moment-là, mais elle n'a pas été suivie des faits, parce que qui dit village modèle, un village de qualité remarquable, aurait nécessité des moyens extraordinaires, donc des moyens qui seraient sortis du système de la reconstruction, du système ordinaire de la reconstruction. Or, ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de crédit particulier affecté à Oradour. On n'a pas recherché non plus à y mettre les plus grands architectes du moment, ce sont des bons architectes, mais on n'est pas allé chercher les grands noms de l'époque. Donc en fait, il n'y a pas eu d'attention particulière, ni sur le plan des conceptions, ni sur le plan des financements, pour faire d'Oradour un village modèle au sens d'un village absolument parfait. Donc, comme je le disais mercredi, loin d'être une exception, le Nouveau-Bourg est au contraire vraiment exemplaire de toutes les pratiques, de toutes les procédures et même des conceptions architecturales et urbaines du moment. Après, ce qu'on pourrait encore, depuis mercredi, j'ai repensé et essayer de voir en quoi peut-être les habitants ont pu peser sur les décisions à travers la concertation. Si on écoute le discours, un peu l'historiographie actuelle, et les habitants ont tendance à dire que bon, il n'y a pas eu de concertation, qu'on a fait ça sans leur demander leur avis, etc. Oui, peut-être, mais c'est le cas un peu partout en France, là encore, ce n'est pas une exception. Mais j'ai quand même je suis revenu sur mes notes dans les archives, et il y a un minimum de concertation. Il y a une première présentation du projet en juillet 1945, présentation à la mairie et à la population, pour qu'elle puisse donner son avis. Il y a une deuxième présentation à la mairie, à la population, d'un projet pour Oradour renouvelé, dont il va ressembler à peu près à ce dessin, en mai 1946. Il y a évidemment aussi une procédure d'enquête publique qui dure 3 jours, et le rapport existe, le commissaire enquêteur n'a relevé aucune demande de modification à
l'exception d'une modification concernant le cimetière, l'agrandissement du cimetière. Donc on n'est pas dans le nouveau bourg. Donc en fait, les habitants n'ont pas contesté le plan tel qu'il a été présenté, et il y a eu un minimum de concertation. Je l'avais lu également mercredi dernier. On trouve dans les dossiers de dommages de guerre, et c'est assez rare, pour être souligné, des traces de dialogue entre les sinistrés et les architectes, ce que je n'ai pas rencontré sur d'autres théâtres d'opération. Donc, il y a eu une attention pour finalement faire quelque chose qui sort de la production tout à fait habituelle de l'époque. Donc, le souvenir particulièrement douloureux du massacre ne pèse pas, de mon point de vue, sur la reconstruction du nouveau bourg, si c'est peut-être dans une certaine forme de retenue dans l'expression architecturale de ce régionalisme modernisé. Et j'en avais parlé il y a mercredi dernier. Il se fait que 4 ou 5 architectes qui ont travaillé à Oradour-sur-Glane ont travaillé également en même temps à Chabanais, donc à 30 km d'ici, en Charente. Et la reconstruction à Chabanais est peut-être un petit peu plus, j'allais dire heureuse, mais c'est un jugement de valeur. En tout cas, elle fait preuve d'un petit peu plus de variété dans l'usage des matériaux, dans les contrastes de texture, dans l'usage de la modénature. Donc ça ne joue pas sur grand-chose, mais c'est un peu plus varié quand même. Alors on pourrait se dire, voilà, il y a eu certainement une retenue, et on parle d'architecture de deuil, j'aime bien l'expression, mais au fond, je ne sais pas si elle recouvre vraiment quelque chose de précis. Est-ce que, en tout cas parmi tous les théâtres d'opération, notamment en Nouvelle-Aquitaine que j'ai eu à étudier, Oradour est certainement, là sans contestation possible, le plus banal. On n'est pas dans un village modèle au sens de quelque chose d'exceptionnel, on est dans la banalité. À quoi est-ce dû? Est-ce dû à une forme de retenue des architectes, d'autocensure lorsqu'ils ont travaillé sur Oradour, alors que dans le même temps à Chabanais, ils étaient un petit peu plus créatifs peut-être? C'est possible, mais ça peut être dû, et c'est une étude que je n'ai pas faite, mais je pense que j'ai tous les éléments en fait pour le faire, et je vais le faire. Revenir dans les dossiers et regarder la moyenne des sommes allouées pour les reconstructions. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'avait pas tout simplement à Oradour une population un peu plus pauvre qu'à Chabanais, et qui fait que voilà, les architectes ont plus de moyens pour reconstruire Chabanais, qui en plus n'est pas un village rural, c'est un village, voilà, je ne sais pas exactement quelle était son activité économique, mais en tout cas, il n'y a pas ce mélange avec les fermes, etc. Il n'y avait pas de champ de foire comme on a à Oradour. Donc c'est peut-être simplement les moyens qui font qu'on a le sentiment qu'à Oradour, on est dans un village plutôt de deuil, où il y a une retenue, mais c'est peut-être dû en fait à ces moyens économiques. Voilà, je vais m'arrêter là, et si vous le souhaitez, je pourrais essayer de répondre à des questions. Merci beaucoup, Gilles, pour cette discussion autour de la notion de village modèle. Et ça me permet donc de donner la parole à Christina sur le cas de Lidice, où sans doute cette expression, en tout cas cette approche, peut avoir sa pertinence. Okay, so hello again. Just some pictures of the old village for your imagination and to get to know the old Lidice village better. So you can see that there was also St. Martin's Church, like one very beautiful. Before the Second World War, there used to be 102 houses and 500 inhabitants. The school was a very important building as well, and I also had the school pictures, school photograph that was taken just 1 week before the tragedy. So there are marked the 3 children that could see the photograph after the war, because they were the only one who survived after the war. As you know, in Lidice now we can't see nothing. The village was completely leveled with the ground, but how did it happen? So first of all, the houses were put on fire. You can see that the Nazi wanted to really have a good documentation of all the destroying of the village, because then
They wanted to use it as a propaganda, and also they wanted to frighten the world. So this was this brutal act on Lidice, I think, a little bit different. And on the other hand, we have lots of documentation, photographs that I don't want to say that we can use now, but we can see what really happens here. So the houses were set on fire, then all the village was put on explosion. And then it took around 1.5 years that they leveled the village with the ground. They leveled the pond, also the canal of the stream was diverted, and all the trees were destroyed. So really, indeed, into the end, there was nothing. So you can see it on the photographs. Well, so once Hitler said Lidice must die, but I think hopefully there was another man in Great Britain. His name was Sir Barnet Stross. He was a politician, doctor as well, and he answered this question: no, Lidice won't die, Lidice shall live. And so he established this movement in the same year. It was in 1942 already. So you can see in the time when there was no internet, no social media, that really this brutal act on Lidice went all through the world, and the people react by the big wave of solidarity. Not only in Great Britain, but for example in Latin America, the streets, squares, also villages were given the name Lidice, and the girls that was given birth was also given the name Lidice. And so, thanks to this movement, they were possible to collect a big amount of money that they give to the Czechoslovakia after the war, and thanks to this big help, Lidice were finally built. You can see here Barnet Stross. He had a very good relationship with Lidice woman after the war, and he visited Lidice very often. And this was not the only act of solidarity. I will be talking about it later. Here you can see the first memorial act in Lidice on the 10th June 1945. It was really a spontaneous act. You can see how many people came on the plain place where the village used to be. It was hundreds of thousands of them. There were also Lidice women that comes back from the concentration camps, and it was really a short time that they were already back. So everything was new. I told yesterday that they realized of what happened after they come back, so they were a little bit shocked. Or not a little bit, they were shocked. And you can see also one of the Lidice women that asked the people to help us find our children, because at that time no one knows where the children are. And our president, Petr Beneš, promises that Lidice will live again. So, concerning the rebuilding the new village, there was an architectural competition. Finally, there were two architects that were chosen to build the village. One took care about the houses for the Lidice women, and the second one about the memorial place, memorial area. It was Václav Hilský and František Marek. You can see the winner of the architectural competition on this picture. And you can see also in this picture the church. You can see it on the right side. So the new village started to be built in 1947, 1948. And the houses were very quickly built because on Christmas 1949, the first Lidice women with the children that come back could move to the new built houses. So the first part of the houses was already built in 1950s.
What is interesting, I would say, that you can see how the village looked like. There was only 4 types of houses, type A, B, C, D, that are repeating all the time. When the women moved into the houses, everything was furnished, and the furniture at that time was very modern and very high quality, we would say. And it wasn't typical Czech village, I would say that, because they wanted to build something between village, because in Old Lidice there used to be 14 farms, 14 estates. But after the war, it was only women who comes back. So they didn't want the women hard work because they were, weak after the concentration camps. So it should have been something between village, but in a city style. Yes. And after the houses were finally built, and also the memorial area started to be, I wouldn't say renovated, but they decide that they will leave the park here, but one foundation of the house would be recovered. You can see it so on the picture, and it's the foundation of the Horax estate, Horax farm, because it was the last place where the Lidice men were taken. And Barnett Joss, again the same man, we call him Bob because that was his nickname. He decided to make a new call, send roses to Lidice, because he thought that it would be nice that if between the old Lidice village, between the memorial area and the new Lidice village, will be some bridge of hope, bridge of friendship and peace, the rose garden. So many people all over the world sent the roses to Lidice, and thanks to him, now we have the rose garden full of roses. There are more than 24,000 of rose bushes. And then you could see, in the really beginning, how the memorial area and the museum looked like. So it was during the communistic era. I told that before that Lidice were connected and maybe I would say abused a little bit by the communist regime, because during the memorial acts it was only the communist propaganda, and also the Lidice women were presented as kind of superheroes, women that live very modern and taking care of their child that they gave a new birth, because some of the women have new children, some of them not, and also there were quite lots of women that were young children, young girls, because women who go to the concentration camps, it was girls up to 16 years old. So after they come back, they, for the first time, start new partnership and family life. And after the revolution, because of this connection with the communistic regime, Lidice didn't have good time, because they weren't supported by financial support. And so it was belonging to the village, and the village didn't have enough money to take care about the memorial of the rose garden. Usually it used to be really the Lidice women who take care about the roses, take care about that's how I said that they really feel that the memorial place is their late home, so they have to take care about it. And so the memorial went into really bad condition. As you can see, there are no roses in the garden, and it was in that condition. Also, there is a building that should represent the Lidice Gallery. They started to build it, but then they didn't have enough money. And so finally, it was kind of ruined. We can say that you could see when you enter the memorial place. So it was not representative at all. But in the years 2000,
Finally, Lidice become the went under the Ministry of Culture, and the Lidice Memorial was established, and so it started to be a good time for the memorial, because everything started to be reconstructed, renovated. The Rose Garden. Here, I wanted to show you another picture of the new village. And what I haven't said, that for 70 years from the tragedy, it was forbidden to build new houses. It was under the protection of heritage establishment, institution. But after these 70 years, they built a new 2 streets. These are the houses you can see now. And also in the same way, so they are very similar. And finally, we who definitely are very happy to have this new, we call it the newest Lidice, because many families with young children moved in, and now the social life is even more, I would say, happily or something like that. Yeah. And so finally you can see how it looks like in Lidice. So there is the memorial area that looks like English Park, we could say. The Rose Garden, the museum. There is a new, not new now, but the third exhibition, but now it's already 20 years old. And the children's monument of Children's War Victim, that means 82 bronze statue symbolizing the 82 children that were killed by gas in Chełmno, but it's dedicated to all of the children that were killed in the not only Second World War, but in the all wars of mankind. So I would say that Lidice really, after the war, thanks to Václav Stros, became a symbol of solidarity, because thanks to him we have a new village, a Rose Garden, and what I didn't say, the art gallery, because he also made a call to the artists to send pieces of art to Lidice, and thanks to him we have a beautiful gallery here, and we can make many projects and invite people to different activities. So that's how the new Lidice village lives now. But we will talk about it a little bit later. Thank you very much, Christina. What I find really interesting, and to connect with the Oradour case, is that we have this link of the women in Lidice to their former home. And we have the same kind of connections in Oradour, in the relationship some of the inhabitants have with the ruins, their former home. And which is really interesting here in your case is that they care about the place. And this approach through care or caring is through a garden, maybe. And that's maybe a difference with what we have in Oradour. And the second thing, you mentioned solidarity. And again, we find this value in one of the narratives I just showed about how in Oradour promotion is done about the new village and the solidarity, the national solidarity, let's say, played in the rise of Oradour. Now je me tourne vers Amalia. So Amalia, the case of Distomo is very different. The context of the destruction is very, very different. And so we will talk about this case now. Okay. Well, Distomo is a very different case. In the days after the massacre, the survivors
left the village, abandoned and unburied the bodies of the victims, and sought refuge in the surrounding mountains, in caves and makeshift camps, and in the olive grove. After the liberation, in the fall of 1944, they returned and repopulated the village. Of the 450 or so houses in the village, 40 had been burned down by the occupation forces, among them my grandparents' house. Those who were homeless were hosted in relatives' homes. Household and community resources were destroyed. You see, the Germans invaded into the houses and executed with firearms, but also with bayonets, anyone they found in front of them, women, babies, pregnant women. The place of execution so was the houses, and these houses were not abandoned. Because of poverty, the survivors had to live in the same houses where their beloved ones were executed, and they had no other choice. The words that describe life in the years that followed the massacre dominate the testimonies of the survivors. These words are hunger, poverty, mourning, and suffering. In the houses of the victims, they placed signs commemorating the victims, and a deputy of the Near East Foundation, who visited Distomo a year after, in October of 1945, said, everywhere, the woman was named Amalia Likurezu, and she came to Distomo from Athens, and she arrived to a note. Everywhere you saw closed houses with big black signs on the walls and on the balconies, which bore inscriptions with the names of the executed, like this one. They were massacred on June 10, 1944. It was shocking for Amalia Likurezu. There is not a single house in the village square that does not have such a mournful sign. And if you turn, okay. Let's go to the, okay, this is the square of the village. I know it's shocking for you, but this is the square of the village. And the house at the right, it's still there until today. And today there's a big sign who write, it's for sale. Okay. But particularly painful for the survivors was the symbiosis, the coexisting with the blood of the victims. The indelible blood stains on the floors of the 100 houses constructed a dangerous, I think, in-between space for victims and survivors to coexist. They delineated a heterotopia of grey areas of survival. And a woman survivor told me 2 years ago during an interview when, said Panayota, when we returned to the village, I remember that my mother had put the bloody cloths in the big basket. There were traces of blood on the floor because they had placed my murdered uncle Christos there. Can't you believe that when I want to step on it, I went around doing it like this so as not to step on it? Whole years and the blood had not gone. I went around for years. In recent years, a proposal has been made by the Victims' Relatives Association or by permanent residents of Athens with origins from Distomo or by visitors, by tourists, to reinstall the black plaques in the house. The current owners, however, do not want the houses to be associated with death once again, and of course they are reactive. Also, since 2019, there have been decisions of the municipal council regarding the postage from the inheriting families, the restoration and the use of abandoned houses of victims. One of is the house that we saw before. Thank you, Amalia. Sorry. Thank you very much, Amalia. So you mean that the people used to live, because they had no other choice, in the houses, some of them rebuilt, some
not really or for a long time, and with the traces of the massacre for some period of time. Yes, and they managed to rebuild the houses only when the economical conditions are better for them. But each family constructed her house, not the state or the municipality, but each family. The family, because in the former cases, we saw the role of the state or the money coming from abroad, for example. So it was not the same in Distomo. You didn't have such a power giving the money and allowing the rebuilding. Exactly, and I see that the most pictures of Distomo after the massacre is pictures of poverty. Okay. Thank you. Now we are going in another time and context and place with the case of Vukovar. Thank you, Patrick. So I put this. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme vous savez, moi j'ai travaillé sur plusieurs cas. Je vais juste me concentrer sur un cas ici, parce que ça mérite comme ça de redresser le contexte historique pour chaque cas, parce qu'évidemment ces villes, elles ont des histoires, une histoire commune, mais elles ont aussi des histoires spécifiques. Et d'ailleurs, même les conflits en fait, qui les ont marqués, ce n'est pas forcément les mêmes conflits. Hein. On parle des guerres en ex-Yougoslavie, Srebrenica, Sarajevo, on est plutôt dans le contexte de ce qu'on appelle la guerre de Bosnie, et puis Vukovar, on est plutôt dans le cas de ce qu'on appelle la guerre de Croatie. Et là encore, c'est une guerre qui a différents temps, qui a presque différentes guerres dans les guerres de Croatie, pour dire simplement. Donc je vais juste... c'est marrant parce que tu parlais tu as cité le terme de frontière invisible. Moi, ça fait une dizaine d'années là maintenant, après ces recherches, que je travaille sur le crime organisé en Colombie. Et puis le terme de frontière invisible en Colombie, c'est vraiment la frontière entre deux territoires, entre deux gangs en fait. Et puis là, dans cette carte, j'ai aussi voulu vous montrer ce qu'on pourrait, je pense, appeler une frontière invisible. Mais c'est pas les mêmes frontières, mais bon, dans les deux cas, c'est des frontières qui cassent le lien social, qui cassent du vivre ensemble. Et là, ce que j'ai voulu montrer, je pense que je vais juste essayer pour répondre à cette première question et d'expliquer comment on en est un peu arrivé à cet effet frontière que je vous montre ici. Donc c'est une carte, comme ça me permet aussi de justifier un peu mon statut de géographe, parce que les cartes, en fait, j'en fais assez rarement. Et donc j'avais fait cette carte à l'époque, où j'ai cartographié en fait tous les mémoriaux, tous les lieux de mémoire, et là c'est on va dire une vision assez classique du lieu de mémoire, qui sont liés en fait à la souffrance, au martyre ou à la résistance croate. Donc en gros les carrés, je ne vois pas très bien là en fait, mais bon, si je me trompe pas, parce que je ne vois pas la légende, mais je crois que les carrés, c'est des mémoriaux, les octogones, les hexagones, c'est des cimetières, et puis il y a des projets qui sont aussi en cours. Mais bon, sans forcément rentrer dans le détail, on voit vraiment que entre la Croatie et la Serbie, en fait, on a un peu un effet frontière, que ces mémoriaux, ils jouent un peu le rôle de frontière. Et d'ailleurs, si on prend précisément cette croix-là, certains membres de la communauté serbe ils disaient que ça, pour eux, c'était comme un doigt d'honneur, en fait, en face de leur pays. Et puis, je trouve aussi intéressant cette citation de l'Office du tourisme croate. On en parlait un peu hier en fait, de tout ce que ce terme de martyr peut contenir. Et puis là, on voit que juste en deux phrases, on a le terme de héros, de résistance, de sacrifice, et puis de sacré, quoi, qui rentre vraiment. Puis là, on est dans un récit, dans un narratif touristique. Donc, comment on en est un peu arrivé à cette situation de division dans une ville qui en général présentait avant le conflit comme une ville très multiculturelle. Voilà, c'est une ville, une ville frontière qui est un peu, voilà, pour reprendre un peu le jargon touristique, c'est une ville qui est au croisement de plusieurs civilisations. On mentionne, avant, on mentionne 25, 26, je ne sais pas exactement, mais plus d'une vingtaine de nationalités différentes. Et maintenant, évidemment, on est dans un contexte qui est beaucoup plus polarisé. Donc, quand je dis maintenant, en fait, comme je l'ai précisé avant, moi j'ai travaillé sur ce cas il y a une dizaine d'années. Donc, la photographie un peu que je vous montre, on va dire, c'est les années 2000,
entre 2010 et 2015. Je ne sais pas exactement quelle est la situation maintenant, mais de ce que j'ai pu lire, on va dire, dans les médias, j'ai pas l'impression que ça ait évolué énormément, surtout ce contexte de polarisation. Donc, comme j'ai dit, la guerre de Croatie, il y a un peu deux temps. Le premier temps, c'est l'arrivée, c'est l'invasion des territoires croates par l'armée yougoslave, qui viendra après l'armée serbe et les groupes paramilitaires serbes. Et surtout dans ces zones, en Croatie, où il y a des fortes minorités serbes. Donc évidemment, beaucoup dans les zones frontières, comme par exemple en Slavonie où se trouve Vukovar. Donc cette guerre, elle est considérée en tout cas dans le narratif serbe, comme une guerre de libération, et en opposition, c'est une guerre d'occupation pour les Croates. Et c'est là-dedans que, c'est dans ce contexte, en 1991, que Vukovar va subir un siège de 3 mois. Et ça va être en fait, en tout cas, représenté comme une des villes les plus détruites de cette guerre. Et le deuxième temps, en fait, c'est la récupération de ces territoires par l'armée croate à travers les opérations Éclair et Tonnerre, si je ne me trompe pas, qui vont durer de plus ou moins 94 à 95 jusqu'à 98, où en fait l'armée croate récupère les territoires perdus. Et Vukovar, ça va être la dernière localité à être réintégrée à la Croatie. Donc en fait, Vukovar elle acquiert vraiment à la fois ce symbole de destruction, de martyr, mais aussi elle fait partie du mythe fondateur de l'indépendance et de la nation croate. Donc c'est un symbole qui est très très fort. Et alors en termes de reconstruction, puis je pense que quand on parle de reconstruction ici, on doit toujours parler aussi de destruction, c'est vraiment un processus de reconstruction et de déconstruction. Après le siège de Vukovar, la ville de Vukovar est sous administration de la République serbe de Krajina, donc sous administration serbe. Et là, je me base surtout sur les recherches de l'architecte et de l'historien de l'art, qui ont montré qu'il y avait vraiment une volonté à cette époque de reconstruire Vukovar et sa région, et puis ça, je pense que c'est aussi observable dans d'autres zones occupées. On essaye de reconstruire une architecture proche, plutôt byzantine, proche de ce qu'on avait au Kosovo, parce que comme vous savez peut-être, le Kosovo, c'est un peu un lieu berceau de la nation serbe. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que finalement, en termes de gouvernance, en termes d'administration, c'est très très minimaliste, il y a très peu d'argent, donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer pendant cette période. Et après, on arrive dans un deuxième temps de reconstruction, déconstruction, destruction, c'est vraiment la reprise justement de ces territoires par la Croatie. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus de moyens, surtout parce que Vukovar acquiert vraiment ce rôle un peu de symbole. Il va y avoir plus de moyens qui viennent de l'État central croate. Et on va reconstruire la ville plutôt selon une architecture catholique, croate, comme vous pouvez le voir avec cette croix. Et on va aussi, pas forcément détruire ce qui serait plutôt lié au patrimoine serbe, mais en tout cas, on va mettre des freins à sa reconstruction. Et c'est pour ça qu'on arrive un peu à cette photographie que je vous montre, parce qu'en gros, il y a une production mémorielle, surtout dans le bâti, dans les mémoriaux, dans les musées, très très forte de la part justement de l'État croate, et surtout au niveau local ici à Vukovar. Et je reviendrai un petit peu là-dessus, hein, tu parlais de hors-champ, de ce qui se passe hors-champ, de comment en fait on arrive justement à un paysage mémoriel qui est aussi, on va dire, homogène, qui vient de manière assez hégémonique. Puis je garderai ça pour la question suivante. Merci pour cette présentation, et la transition est donc toute trouvée avec la deuxième question que je vous mets ici en anglais, hein, sur quel est le poids du massacre. Est-ce que c'est toujours, ou est-ce que ça a été longtemps ressenti dans la manière dont les habitants perçoivent et vivent le village ou la ville, et c'est peut-être l'occasion de revenir justement sur l'évolution de ces citadinité et manière d'être ensemble et la vie sociale, hein, entre période de deuil collectif. On a pu parler de deuil collectif, mais d'autres, il y a des chercheurs qui parlent aussi de trauma social, traumatisme social, donc peut-être questionner ça et questionner aussi les évolutions vers ce qu'on a pu appeler à Oradour, par exemple, retour à la vie ou renaissance. Alors je cède la parole à Christina. So of course that the first years after the tragedy, it was I would say, epoch of mourning and
home as well, because they were searching for the children, and the last child was found in 1947. It was Václav Zanenka. So on the 17th of 105 children come back. So then the woman, of course, had to deal with it some way. They were this memorial, not I would say only acts, but common activities that they did together, like going to the common grave of the man together in the museum. That was the pictures of all the men and children, so they put the flowers on. But after the life started to become more normal, there were new partnerships, weddings. It was a really big occasion when the first child in Lidice was born. I remember one woman talking about that, it was such a big occasion that even Jan Masej was the son of our first president of Czechoslovakia, and also he was Minister of Foreign Affairs. So he came for a baptism, and so the new life slowly but started. And today we organize, I think it's very similar in other villages, except of the Memorial Act, the official one. There is a Thanksgiving concert every year that is dedicated to the people who lived in the Lidice village. But that is very, I would say, nice, happy. There is an orchestra singing, and every year there is different topics. So we remember the people and other things. There is the event that we call the lights from the window of Lidice houses, and that means that the relatives that live in the new Lidice village come to the memorial area and put a light on the place where the house used to stay, and also the new inhabitants of Lidice that didn't have any connection, they can adopt the house and go there. So each house has its owner, we would say, and so after the concert, when it gets dark, the memorial area is full of lights. That we say that lights of the houses, of the windows of the houses. Also many activities are made for children, not only the art collection as I told you, but also the event that we call Light for Lidice, and we invite the chorus of children of all Republic to come and to sing a song for children. So this is concerning the memorial activities. I forgot one very important, that is only private for the women and their families. And it's the Memorial Act called Small Memorial Act in the school, in the gymnasium, in the gym of the school in Kladno. It's the place where Lidice women spend the last 3 days with their children. Before the children were taken away from the mothers. So they come to the gym, and usually they put the flower on the exact place where they finally have to give their child. So this is the memorial activities, we would say. And then there is the social life. I would say that there are many activities that the village organizes in cooperation with the maternity center, with the memorial Lidice, and also Lidice Memory organization. I will be talking about it a little bit later. So I chose, for example, Lantern Parade that we do every year on St. Martin's Feast Festival, and then, for example, the classical riding car of how is it?
graceful riding of classic cars. Yes, sorry. So I would say that the life now in Medice, I would say it's normal, and it's fine. Thank you. Amalia, ils disent comment? Okay, this is the right slide. There is a phrase from the testimony of a woman survivor, Chrysoulas Fontouris, who lost her parents and her house was destroyed by the Germans, that I think describes the collective mourning. Black clothes, black years. After the massacre, mourning dominated survivors' lives. Visits to the cemetery twice a day, only for the women, of course. Black color everywhere, on clothes, inside the house. The visitor, you can see black curtains, black seats, black blankets, closed shutters. The families of the victims who are not allowed to dance, to celebrate, to eat, even to eat sweets. There is also a phrase which describes the process of collective rebirth. It is the motto of the commemorative events organized in 1994 for the 50th anniversary of the massacre. Mourning, memory, hope. As I said yesterday, mourning contributed to the de-traumatization. The community as a collective subject that suffered recovers through the process of mourning the lost human existence. Collective mourning was gendered. Indicated is the iconic portrait of Maria Pantiska. It's the slide before this. It's a very famous picture in Greece, which symbolizes the drama of the Greek martyred villages and the national memory of the victims of World War II. You can see it's a weeping Madonna, it's Greece murdering her children. I think it's a portrait of victimization. The rebirth was brought about by the creation of the new families. I'm referring to the families created by the survivors and by the second generation. In the early 50s, some young male survivors immigrated to the US, invited and funded by the Chicago Distomites Association. And an important factor in the rebirth was economic growth and industrialization. From 1960 to 1994, most of the inhabitants, among them my parents, worked in the bauxite mines and in the aluminium plant, a plant of the French company Pessinet. During this time, new houses were built in place of the old ones by the families. During the same period, 5 workers' housing complexes were built in Distomo by the owners of the mines, and then the population grew from 1,600 to 4,000. It's a very good year for the Distomo. The rebirth was brought about, of course, by the construction of the mausoleum and the establishment of commemorative events. Almost all residents until today participate in the commemorative events organized by the municipality of Distomo. Since 1978, theatrical and musical performances have been organized every June. Since 2018, the role of the Museum of Victims has been important in the planning of events, with conferences and exhibitions. The highlight is the memorial service on the morning on June 10, which is attended by representatives of the government and attended by the presidents of the Greek democracy. Thank you. I have just a question. Is the term rebirth used locally? No. No.
Okay, so The then you verb rebirth, it's your word, rebirth. But I like this this word, okay? yes, I understand. But we don't use this word, rebirth. We used the motto of the 50th anniversary, memory, memory and hope. So the word hope is for the collective rebirth. Thank you for that. We can see it's a complex process due to collective organization, cultural policies, for example, but also economic transformation of the whole territory. So it's very interesting to see these complexities. I think that beside the trauma, the massacre, the trauma of the massacre is the trauma of the deinstitutionalization, because now all these lines are closed. Okay. So we move to Vukovar again. Thank you. Oui, donc pour parler un peu pour répondre à cette question, j'utilise un peu le terme de poids, le poids du massacre, le poids de la mémoire, et puis comment les habitants ils s'impliquent dans les activités mémorielles. Je vais prendre juste l'exemple du tourisme, et surtout du tourisme de mémoire. Donc, quand Vukovar, je reviens en 98, au début des années 2000, quand Vukovar est réintégré à la Croatie et qu'elle acquiert vraiment ce statut symbolique très très important, il y a toute une forme de tourisme de mémoire, un tourisme qui est très patriotique, qui est en fait presque une forme de pèlerinage qui se développe, où tous les membres des communautés croates un peu de partout dans le pays vont se rendre dans la ville pour rendre hommage justement à ce lieu martyr et à ce lieu symbolique. Et en sortant un peu là-dessus, beaucoup d'acteurs locaux ont commencé à développer des formes touristiques qui sont des fois assez spontanées, qui partent de manière d'initiative privée, comme ça a été aussi beaucoup le cas à Sarajevo par exemple. Par exemple des tours, des anciens soldats vont prendre ces touristes et qui vont les emmener sur des lignes de front et qui vont les emmener pour visiter les lieux marquants du conflit et du siège. Alors je vais juste m'arrêter un peu là-dessus. Pour moi ça a été un moment, quand j'ai découvert ce petit prospectus ici, en fait ça c'est la carte. C'est une carte de Vukovar qui est distribuée à l'Office du tourisme. Et c'est pas distribué dans un centre de mémoire ou dans un lieu qui est vraiment associé au conflit, c'est vraiment l'Office du tourisme général de Vukovar. Et ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est la couverture et le quatrième de couverture, c'est le logo en fait de l'association croate des prisonniers des camps de concentration serbes. Et puis donc ça c'est ce que vous voyez en bleu là. Et sur la couverture en fait, les 4 lieux qui sont montrés, c'est 4 lieux qui sont directement liés au conflit. Donc si je ne me trompe pas, celui qui est en haut à gauche, là, c'est une plaque noire qui a été construite, qui a été élaborée par un artiste, 2 artistes croates. Et en fait, on retrouve toujours ce même petit mémorial, exactement pareil, à chaque fois qu'ils ont découvert une fosse commune en Croatie. Il doit y en avoir à peu près une 50aine. À côté, c'est le cimetière des défenseurs de la ville, donc le cimetière croate, et qui est, vous voyez, assez imposant. Et en contrepartie, il y a aussi un cimetière serbe qui est à l'époque, qui est à moitié abandonné, qui est situé un peu perdu en dehors de la ville. Et sinon, après, il y a 2 autres sites en bas qui sont très importants. Il y a le hangar ou la ferme d'Ovčara, où il y a eu un gros massacre qui a été commis. Et à côté, c'est l'hôpital de la ville, qui s'appelle maintenant l'hôpital lieu de mémoire, qui est toujours un hôpital en fonction, mais qui a été aussi, une partie de l'hôpital a été muséifiée. Alors, ce qui se passe pendant le siège, c'est que beaucoup d'individus vont se retrouver à l'hôpital parce qu'ils sont blessés, mais ils vont aussi se réfugier là, je pense un peu comme on peut le voir à Gaza en ce moment. Et donc l'hôpital continue à fonctionner pendant les 3 mois du siège, jusqu'à que les forces serbes et paramilitaires serbes entrent dans la ville et aussi investissent l'hôpital. Et là, il y a plusieurs centaines de personnes qui vont être emmenées dans ce hangar à côté, dans cette ferme, où ils vont être battus pendant la nuit. Puis il y a à peu près 200 personnes qui vont être exécutées.
et qui vont être enterrés dans un charnier quelques kilomètres plus loin que cette ferme. Donc ces lieux, en fait, ces deux lieux vont devenir des lieux très importants dans la ville de Vukovar. Et en fait, tout ce tourisme mémoriel et aussi, de manière générale, la construction de ce paysage mémoriel est vraiment entre les mains de ce qu'on appelle les branitelli, ce qui veut dire défenseurs. Donc c'est toutes ces personnes qui vont participer à la défense de Vukovar, qui vont vraiment dominer en fait la construction soit du tourisme, soit même de la construction de mémoriaux, je dirais, plus traditionnels, comme on a pu voir avant. Et donc, je ne vais pas non plus décrire totalement dans tous les détails ces sites, mais c'est intéressant, par exemple, la directrice de l'hôpital que j'avais pu interviewer à l'époque, qui s'appelle Vesna Bosanak. Elle est vue comme une héroïne, mais c'est vraiment la gardienne de la mémoire de cet hôpital, parce que c'est aussi elle qui a après, elle n'a rien investi justement son hôpital, c'est toujours la directrice de l'hôpital, c'est toujours un hôpital qui fonctionne comme un hôpital, mais c'est aussi elle qui a développé justement dans le sous-sol de l'hôpital un musée relatif justement au siège, à ce qui s'est passé dans l'hôpital. Et le centre de... Tu peux passer là. Voilà. Ça, c'est par exemple un petit livret qu'on peut acheter dans le centre mémorial d'Ossala. Donc en gros, ils ont transformé la ferme en espace visuel, assez classique, hein, avec des artefacts de victimes, comme par exemple des passeports, des briquets, des billets de banque qui sont exposés. Après, en dehors, il y a un chemin, c'est des dalles cassées en fait pour symboliser les vies détruites qui mènent à 200 petits buissons. C'est un problème d'ailleurs d'avoir ces dalles cassées parce que beaucoup de ces anciens combattants qui viennent visiter ce site sont en chaise roulante, ils n'arrivent pas à circuler justement sur ces dalles. On voit un peu les petites problématiques très terre à terre qui peuvent s'accompagner justement d'initiatives plus artistiques, mémorielles. Et ça, je trouvais intéressant, j'en avais parlé aussi dans ma thèse, de ce petit livret qui a été réalisé par deux branitelli, justement, avec que ce soit les dessins et les textes. Et en fait, on voit, c'est une vision assez graphique hein, des victimes et puis des bourreaux. Mais en fait, d'une certaine manière, elle est assez nuancée parce que quand on regarde le texte, on voit qu'on parle en fait que les agresseurs, on les présente comme des paramilitaires. Et ça, pardon. Si tu veux, je parle moins fort, plus lentement. Ouais. On les présente en fait comme des paramilitaires, et ça, pour moi, c'est une sorte de nuance parce que très souvent, et c'est aussi le cas dans d'autres sites que j'ai étudiés comme à Sarajevo, souvent on a vraiment une cristallisation déjà de la nationalité, parce qu'avant le conflit, le fait d'être serbe, le fait d'être croate, le fait d'être bosniaque, c'est beaucoup moins important qu'après la guerre, ça c'est évident. Je ne vais pas faire toute l'histoire de la Yougoslavie, mais il y a beaucoup de mariages mixtes, il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme yougoslaves et qui ne sont pas forcément, en tout cas avant la guerre, très intéressés par savoir s'ils sont vraiment croates ou serbes. Et ce qui se passe en plus après la guerre, c'est qu'il y a vraiment une cristallisation de ces identités nationales sur les statuts de bourreaux ou de victimes. Et évidemment, quand on va de l'autre côté de la frontière, ce statut il s'inverse. Si je prends l'exemple de Vesna Bosanak que j'avais présenté, elle est considérée comme une héroïne en Croatie, mais si on va en Serbie, ils l'appellent l'infirmière vampire, parce qu'elle était soupçonnée de voler en fait le sang des Serbes pour le donner aux Croates, par exemple. Et puis alors que son image internationale est plutôt positive, parce qu'elle a été nominée quelques années après le conflit pour le prix Nobel de la paix. Et donc je termine là-dessus parce que je trouvais intéressant, ça reprend ce que Stéphane disait, que on n'est pas du tout dans les mêmes contextes quand on parle de guerre interétatique ou de guerre civile. Ici, on est plutôt dans une guerre civile, même si après on a la constitution de l'État. Mais évidemment, quand on parle quand on présente justement le bourreau comme assimilé à la nation serbe, on invisibilise aussi beaucoup d'autres phénomènes. Par exemple, le fait qu'il y a énormément de citoyens d'origine serbe qui sont restés à Vukovar pendant le siège, dont certains se sont aussi battus pour défendre la ville de Vukovar. Et là, ces personnes, elles se trouvent typiquement dans une double victimisation, dans le sens qu'ils sont toujours vus par l'ennemi, comme le serbe, comme l'ennemi par les communautés croates, mais ils sont aussi vus comme des traîtres par les communautés serbes parce qu'ils se sont battus avec les croates. Et puis bon, ça invisible aussi énormément, le fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes
en Serbie qui était totalement contre cette guerre et contre ces discours très très haineux et nationalistes. Et puis je m'arrêterai là pour ça. Merci Peut-être beaucoup. juste la dernière chose qui était intéressante parce qu'on a parlé aussi ce matin du rôle un peu de ces cérémonies commémoratives. Donc évidemment, à Vukovar, il y a aussi beaucoup de cérémonies commémoratives. Et à l'époque, si on veut voir un peu l'impact en termes de réconciliation ou de division, les communautés serbes disaient justement à l'époque que pendant les commémorations croates, ils s'enfermaient chez eux et ils ne sortaient pas chez eux pendant 2-3 jours. Donc ça montre aussi en fait, c'est pas quoi l'objectif de réconciliation est difficile à atteindre, c'est à cette époque, en tout cas, il n'y a même pas d'objectif en fait, de réconciliation. Il n'y a pas d'objectif affirmé de vouloir se réconcilier, je pense. Merci. Alors, il y a un autre clivage peut-être qui existe dans ces sociétés urbaines fragmentées d'après le massacre. Au fur et à mesure du temps, différents groupes sociaux s'inscrivent dans ces territoires, dans ces villes, et donc ça nous a fait poser la question des relations entre les descendants et les survivants, mais aussi les générations suivantes affectées par le massacre, reconstruisant une relation finalement à ce massacre, et les nouveaux arrivants. Et donc, vous avez réfléchi aussi à cette question des interactions, cohabitations et relations peut-être différenciées à l'espace de ces localités. Je laisse la parole à Christina sur l'unité. I met our mayor just one day before I went here, so we were talking about this topic because I wanted to know her opinion as well. And she told me that nowadays in New Lidice village, there still are around 80% of people living with the connection to the original inhabitants. So, it could be connection like the relatives, but also, for example, me and the Lidice woman, Rushenka, that we have been connected after the war through my uncle. And there are also lots of new inhabitants, of course, and it's up to them to decide if they want to be part of this collective taking of memory, and they are interested in the history. And there are two organizations, or the first organization that collect together the relatives of the original inhabitants, its women, children, and so on. It was more, I would say, communistic organization. So now it has transformed into Lidice Memory, and it really collects the people that want to be a part of the history, of the memory, not only the relatives. So there are also lots of members from other countries that are interested in. So this organization organizes lots of events, we would say also trips, like the way where the Lidice women have to go, so they make a common way to Germany to visit Ravensbrück, for example, or to Poland to visit places where Lidice children were taken after the war and before they went to Chełmno. So they organize things like that. On the other hand, there are lots of inhabitants that just move there because it's, I would say, a good address, because Lidice are very close to Prague. They are very close to the airport. And so lots of people that lives here. It's a beautiful village and very, very silent one. So they just go to their work, job, and have their own lives, and then they live there, and
without keeping the memory, but also they are not against. So I think both possibilities can be seen here, but I wouldn't feel any bad relations between those two groups. We don't have newcomers to this room, of course. But the members of the community, I think they are shareholders of the common cultural code of values. Dominants are the concepts of martyrdom, sanctity, historicity. This sense of belonging to a martyr community imposes on its members an ideological framework within which, under the burden of memory, the feeling of moral obligation rests heavily. The community perceives this obligation as an exit from the dramatic past, but also as an exit to the humanitarian ideals that is expressed by association with the left, activism and human rights. The culmination of this process was the legal struggle for justice and the achievement of reconciliation through reparations. But also today, many residents are experiencing the economic crisis, shrinking and aging population, and they feel tired of the burden of the traumatic inheritance and want tourist development. And this demand for tourism development becomes even more intense when compared to the neighborhood town of Arakova, Greece's largest winter tourist destination. And then the local community, the inhabitants of this have a feeling that are the poor relatives. Thank you, Amalia. Can we observe the same kind of attitude in Vukovar, seeing the memory as a burden and being tired of it? Clairement, ça dépend pour qui. Parce que comme on le voit, on est quand même dans des rapports de pouvoir qui sont assez asymétriques. Donc peut-être juste pour répondre à la question, je ne peux pas trop m'exprimer sur les nouveaux arrivants parce que déjà je ne connais pas très bien les changements démographiques. Et évidemment, moi, je suis dans un temps un peu moins long aussi. Quand moi je fais mon travail de terrain, ça fait même pas 15 ans que Vukovar est réintégré. Il y a moins de temps entre. Vraiment sur la vie sociale, sur la manière de vivre des habitants, je me base un peu plus sur des résultats un peu de deuxième homme. Je vais juste prendre quelques exemples qui me semblent représentatifs et puis aller assez vite dessus, mais ça va être aussi un peu de temps pour la discussion. Mais comme je l'ai dit, on passe vraiment d'une ville qui en tout cas qui est réputée, ou en tout cas qui a basé sa réputation sur son multiculturalisme, sur les différentes nations, les différentes origines, les différentes religions qui créent son tissu social. On se retrouve maintenant totalement dans une optique opposée, où on a quand même la création de ce nouveau statut, par exemple, de défenseur de moralité laïque, qui est très important dans la vie sociale, parce que voilà, justement, ça permet une sorte de favoritisme sur le marché de l'emploi. Comme je l'ai dit, on a plus, par exemple, un meilleur, ces anciens défenseurs ont un meilleur accès à l'emploi. Comme je l'ai dit, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est un peu ce qui ressortait du discours commun. Plus d'implication également politique aussi. Et après, il y avait ces deux exemples qui me semblaient intéressants, dont Edison en a parlé hier soir dans le cas de Sarajevo, parce que ça existe aussi, après ça existait, mais apparemment ça existe encore à Sarajevo, c'est ce qu'on appelait deux écoles sous-emploi, c'est-à-dire que les enfants croient aller à l'école le matin et puis les enfants servent à l'école l'après-midi. Au contraire, en tout cas, ils n'avaient pas des cours ensemble, et surtout, ils avaient des cours d'histoire qui étaient complètement opposés. Vous pouvez imaginer justement les oppositions qu'on pouvait observer. Et après, il y a aussi tout ce qui est lié à la langue. Bon, là, par exemple, j'ai mis un extrait d'une interview avec un habitant qui dit comment, justement, rien qu'avec l'accent, rien qu'avec la manière dont on parle, on arrive à faire savoir aux gens si on est croate serbe. Et effectivement, et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y a eu un peu cette volonté de réintégrer le cyrillique, qui est représentatif de l'identité serbe,
sur les murs, par exemple, pour les plaques de rue, pour les plaques de bâtiments. De temps en temps, il fallait le faire la nuit pour ne pas se faire attaquer justement par des groupes nationalistes croates qui étaient complètement contre. Et aussi, de temps en temps, le lendemain, ces plaques étaient souvent détruites, comme on peut le voir sur cette photo. Donc ça montre justement qu'on est encore, et je pense que ça date il n'y a pas si longtemps que ça, on est encore dans un contexte de division et de polarisation qui est très intense. Voilà. Donc forcément, ça dépend pour qui. Pour certains, on va dire, la mémoire a peut-être plus de poids que pour d'autres. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces interventions. Si on veut finir à 15h, et je sais qu'on est un peu pris par le temps parce qu'il y a des trains en soirée, il nous reste une dizaine de minutes pour des échanges. Peut-être aussi, Anne-Marie, pour quelques réflexions du point de vue du Vercors et des villages du Vercors sur ces questions-là. Et puis, on peut aussi continuer la discussion pendant la pause qui va se dérouler entre 15h et 15h15. Très brièvement, non, je ne sais pas. Anne-Marie, peut-être brièvement. Brièvement, donc 2-3 choses que je voudrais dire sur le Vercors. Sur la reconstruction, j'avais fait travailler il y a quelques années une étudiante qui avait travaillé sur la reconstruction de Massieu et de la Chapelle. Excuse-moi, je crois qu'il faut que tu viennes parler dans Ah, d'accord, parce que sinon, non. Ah, désolée. Voilà. Pardon, pendant que Anne-Marie s'installe, Patrick, j'ai juste une question. Tu as dit durant le pèlerinage au début, c'est un terme qui est utilisé, que tu as trouvé? C'est un terme, oui, c'est un terme qui est sorti dans mes interviews, mais qui est aussi sorti dans le travail d'autres chercheurs qui se sont concentrés plus sur cette période, parce que c'était vraiment, c'était au tout début. Hein. Et ouais, non, c'est un terme qui est vraiment, on a vraiment la dimension religieuse dans le narratif, ça c'est clair. Ouais. Mais je vais essayer d'être rapide pour ne pas empêcher la discussion. Simplement dire sur la reconstruction dans le Vercors, on trouve beaucoup d'éléments que Gilles a expliqués parce que cette étudiante avait travaillé sur les archives du ministère de la Reconstruction. Et d'ailleurs, elle n'avait pu travailler sur la reconstruction qu'à travers les archives, parce que les gens ne voulaient pas parler. Au départ, elle voulait travailler sur la mémoire, mais en fait, les gens refusaient de parler. C'était donc au milieu des années 2000, ce qui est tout à fait intéressant, de ce refus de parler de quelque chose de trop lourd. Deux choses quand même qu'il faut dire, c'est que les reconstructions se sont faites très lentement. Les gens habitaient dans des bâtiments temporaires pendant plus de 10 ans. Et le Vercors, c'est quand même 1000 mètres d'altitude. L'hiver est difficile, donc un sentiment d'avoir été quand même un peu oublié. Et je pense qu'il n'y a pas que des plaintes sur la soute dans les archives que l'on retrouve, de ce que Emmanuel Alphand avait retrouvé, mais aussi des plaintes sur la comparaison entre ceux qui gagnaient et ceux qui perdaient, c'est-à-dire des gens qui avaient obtenu plus, le voisin, ce que j'ai expliqué un peu ce matin, qui avait obtenu plus que ce qu'ils avaient au départ. Donc une jalousie qui ressortait, d'autant qu'il y avait dedans aussi des allusions au fait que les gens qui avaient gagné, ils n'avaient pas tout perdu, et pendant la guerre, ils n'étaient pas franchement, forcément du bon côté. Donc des choses qui pouvaient se sentir à travers ces archives tout à fait intéressantes. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que très difficile de vivre dans ces villages parce qu'il y a une autre forme d'effacement par rapport à Lidice, c'est-à-dire que Lidice c'est un parc, un cimetière naturel. À Massieu et la Chapelle, c'est de la reconstruction et c'est la reconstruction qui est une autre forme d'effacement de ce qui était la maison traditionnelle, les fermes, etc. Donc c'est aussi difficile de vivre parce que tout vous renvoie à la reconstruction, donc à la destruction, et pourtant c'est neuf. Bon. Plus à la Chapelle, des destructions sociales, enfin des modifications sociales, puisque les gens n'avaient pas été relogés au même endroit, avec un urbanisme qui se voulait nouveau, moderne, large, des rues, pour le tourisme, hein, et donc des gens qui avaient été mis avec des voisins avec lesquels ils ne s'entendaient pas, et donc tout ça
ce que j'avais appelé une nouvelle destruction qui rajoutait à la difficulté de parler de tout ça. Alors, deuxième chose que je voudrais dire après, qui me paraît aussi être quelque chose d'important, c'est que dans le Vercors, il y a une autre forme de difficulté liée à la reconstruction, c'est que dans les années 50, on essaye de relancer, au-delà de la reconstruction des villages, l'activité agricole, dans ce qu'on a appelé les zones témoins, qui voulaient redonner à l'agriculture de montagne, la moderniser, dans ce grand effort de modernisation qui était là. Et la politique agricole commune casse tout ça. C'est-à-dire que, dans le fond, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet, mais c'est à nouveau une difficulté qui se rajoute et notamment dans le Vercors Sud, par rapport au Vercors Nord. Et donc, l'idée à nouveau de ne pas être soutenue. Et surtout que l'idée, et ça c'est un peu comme la langue, c'est ceux qui viennent de Paris, qui viennent imposer les politiques sans forcément connaître le territoire. Et ça ressort aussi souvent. Plus là-dessus le parc qui s'impose et qui va aussi réimposer quelque chose de nouveau, et avec un effort de lancer un tourisme avec des villages vacances. Donc tout ça, il y a des strates comme ça de reconstruction. Je vais vite, je termine. Et je dis un dernier point, c'était sur ta question des nouvelles populations. Je crois que là encore, on va retrouver la dichotomie entre Vercors Nord et Vercors Sud, parce que le Vercors Nord, qui a moins souffert, qui étaient des petites cités de villégiature, Villard-de-Lans par exemple, ou Lens-en-Vercors où il y avait eu des destructions, tout ça est largement effacé. Il y a eu les Jeux Olympiques de 68, et maintenant, tous ces endroits sont des lieux de périurbanisation, où viennent s'installer des gens qui fuient Grenoble, qui viennent pour l'environnement, pour la nature, pour qui la guerre n'est pas du tout le problème. Et cette mémoire-là, ils n'ont pas envie de... Voilà. Dans le Vercors Sud, il y a le même phénomène en plus atténué, et là, je pense que c'est encore quelque chose qui marque, même si actuellement, le village de Vassieux et surtout le village de La Chapelle essayent d'attirer des populations. La Chapelle a candidaté à ce projet tout à fait intéressant sur lequel il faudrait travailler, qui nous avait été évoqué quand on y était allé, village d'avenir. Merci pour ce mot de conclusion. Il reste 1 minute avant 15 h, mais on peut peut-être prendre une question et poursuivre ensuite avec un café. Merci beaucoup, Anna. Stéphane ? Moi, j'avais 2 choses à dire. C'est très frappant à Vercors, c'est exactement comme Belchite, on construit une mémoire ségrégative. Et ça, c'est sans doute, comme tu le dis, propre au règlement des mémoires des guerres civiles, où il y a un vainqueur et un vaincu, et on éradique la mémoire du vaincu. D'ailleurs, en Espagne, c'est un cas, un cas comparaison assez intéressant. Alors, l'autre question, c'est à Christine. Tu n'as pas parlé du musée de la reconstruction. Ça, c'est un cas unique. C'est très intéressant, cette petite maison qui montre les conditions de la reconstruction, de la vie quotidienne. Qui a eu l'initiative de ce musée? Est-ce qu'il est visité? Oui, c'est vrai, j'ai oublié, merci. C'est vrai. C'est une maison numéro 116. Vous pouvez le voir. Oui, c'est ça. So it's one of the houses that were built for Lidite women, and it's well oriented because it's just under the gallery, and for quite a long time it was abandoned to sell, not sold, and nobody lives there. Because as the part of the memorial area, we keep the history, we have expositions about the Otledice village tragedy, and so on, but we feel that we need to have some other space for the history after the war, because it's very interesting and now also large as well. And also the aim was to bring the people into the new village and see, that's what I wanted to say in the end of the last session, that really
The idea is that Lidice lives again. That's what we are trying to do all the time, to make this wish of Barnett Strauss lives. And so in this house you can see the exposition Building New Lidice about the reconstruction of the village. And also there are 3 rooms that you can see how they were furnished when the Lidice women moved to the new houses. So it's kind of exposition of the architecture of these days. That is very interesting as well. Yeah, and thanks to this, that we have 2 places of expositions. Part is in the part of the old Lidice village, and the second one is in the new Lidice village. Then it is connected together, and we usually recommend the tourists that they start in the past and then go to the future, because then they could leave Lidice with not such a bad feeling. Thank you very much. This reminds of what happened in Oradour too in the touristic development. I suggest that you continue the discussion with the coffee, because we really have to restart at time to leave everybody have trains in the evening. So sorry for that.